Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procine Critique, il va être question d'une nouveauté horrifique sortie en France ce mercredi en salle, Bring Her Back, avec un petit rajout dans le titre français, substitution. Fallait peut-être pas trop en dire. Bon, de toute façon, ce n'est pas une œuvre qui va jouer sur le suspense. Ça va bien au-delà. Horreur, oui. Psychologique, certainement. Bien gorasse, très très clairement. Un petit peu de possession avec une histoire de démonologie derrière. Tout y passe peut-être sur le papier. Il s'agit du deuxième long métrage des frères Philippou, Michael et Danny, qui à la base sont des youtubeurs australiens. D'ailleurs, le film reste australien, malgré une coproduction à 24 et une distribution plus importante à l'international, par Sony, je crois. Bref, un duo de frangins qui avait fait un premier brûlot bien marqué et bien marquant, sorti en 2022 ou chez nous en 2023, appelé en France La Main ou Talk to Me, qui fait partie de ces films d'horreur de ces 5 dernières années qui m'avaient vraiment marqué et mis un peu les nerfs. Moi, ça fait très longtemps que maintenant les films d'horreur ne font plus grand chose sur le papier, enfin du moins les nouveautés, que je vais pas tout voir en salle, tout ce qui est considéré comme popcorn, un peu attraction, tout ça, j'essaye d'éviter. Mais là par contre, j'y suis allé, parce que, bon souvenir de leur premier travail. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal, on va dire de l'ex-assistante sociale, conseillère, enfin, je simplifie, celle qui va recueillir les enfants, Sally Hawkins. Rôle quasi en contre-emploi, là, mais pas que, parce qu'elle a quand même joué pas mal de choses différentes dans sa carrière. Vous l'avez vu dans La Forme de l'eau, ou dans Paddington. Très loin de Paddington, là, quand même. Pour jouer les deux enfants, donc, enfin, adolescents, jeunes adolescentes et adolescents, qu'elle va recueillir, nous avons Billy Barrett, le grand frère, Andy, et Sora Wong, qui joue Piper, qui est atteinte de cécité partielle, désolé du terme scientifique incorrect. Disons qu'elle arrive à percevoir vite fait les formes, mais c'est compliqué. D'ailleurs, l'actrice elle-même est atteinte de ce même souci. Et voilà, on va citer aussi le jeune Oliver, qui va quand même prendre très cher dans le film, dont l'interprétation est portée par Jonah Wren Phillips, extraordinaire, jeune acteur pour jouer des trucs comme ça. Alors, ça doit, à mon avis, partir sur tiens, prends ça comme un jeu, mais s'il a vu le résultat final, c'est qu'à mon avis, il a triché parce que c'est interdit au moins de 16 ans. Du moins en France, mais il n'a pas 16 ans. D'ailleurs, la jeune Piper, Sarah Wong, n'avait pas 16 ans, je pense, au moment, peut-être qu'elle l'a maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Bref, mais bon, les enfants dans les films d'horreur, on connaît, on l'a déjà vu, évidemment, l'exorcisme, malédiction, bon. Et l'histoire, alors, pour faire simple, mais je ferai une zone spoiler, quand même, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va suivre le destin tragique donc, de Andy et Piper, qui vivaient seuls avec leur père. Enfin, leur père. Famille recomposée, mais bon, demi-frère, demi-sœur. Et le père va mourir sous la douche. Mais le trauma bien direct, parce que Andy découvre le corps. Et ça va être assez brutal. Alors déjà, il y a l'introduction, on montre que la pauvre Piper, elle n'est pas intégrée auprès de celles qu'elle aimerait voir comme amie adolescente. Et que Andy, bon, il est là comme une sorte d'ange gardien, mais c'est peut-être plus compliqué que ça quand même, dans cette histoire. Donc les deux sont sur le point d'être séparés dans deux familles d'accueil différentes. Ils insistent, non, on va être ensemble quand même. Donc ils sont envoyés chez une dame qui s'appelle Laura, qui a perdu sa fille, voilà. Qui était d'ailleurs aveugle, pour le coup, elle. Et qui a déjà recueilli chez elle un jeune qui s'appelle Oliver, et qui est atteint de mutisme, et qui est un petit peu étrange dans ses actes. D'ailleurs, Andy le repère très vite, mais il dit pas tout à Piper, qui peut pas tout voir. Et c'est un film qui va jouer sur les perceptions, bien sûr, et les observations diverses et variées. Et les deux, là, vont apprendre à connaître Laura, qui est assez excentrique sur le papier. Elle a un animal empaillé. Bon, elle a un chat, ça, il n'est pas encore empaillé, qu'elle dit, un peu humour noir, là. Bon, ok. Mais en fait, on va comprendre très vite que Laura, elle n'a pas tout à fait accepté le décès de sa fille. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce qui va se produire derrière, en mode quasi pacte faustien, etc. Et oui, Andy et Piper vont très vite être en danger, ça se sent.
avec en plus le trauma psychologique qui va avec, et qui est très bien détaillé, qui est très bien poussé, je trouve, notamment autour du personnage d'Andy, par rapport au père, tout ça. Et dans la lignée de La Main, nous avons un film qui ne prend pas de pincettes, notamment avec les jeunes. C'est ce qui m'avait marqué, moi, dans La Main, le jeune acteur qui jouait, je crois, le personnage de Riley, de mémoire, il prenait cher, et il devait avoir 14 ans, quoi. Bon, là, ça va être un peu pareil, notamment avec le personnage d'Oliver, encore plus jeune. C'est intéressant parce que nous avons ici deux cinéastes qui portent l'horreur un petit peu ailleurs, j'ai envie de dire. Même si je sais que certaines personnes avaient trouvé Talk to Me, La Main, donc assez bof. Moi, j'avais ressenti autre chose. Quelque chose que je ne voyais pas très souvent, du moins dans le cinéma horrifique moderne. Et là, on est dans une continuité qui est encore plus ambitieuse dans, on va dire, son concept. Il y a tout un travail donc sur la démonologie que je ne vais pas forcément détailler là, mais qui va vous rappeler certaines choses. Contexte plus ou moins familial, ici, reconstruit quand même. Des démons, un démon. Voilà. Ben oui, on est dans la lignée d'hérédité d'Ari Aster. Et là, ils s'inscrivent clairement, en plus A24 est pas loin, en tant que déjà héritier d'Ari Aster. Vous savez, ça va vite dans le cinéma. Et comme Ari Aster a un petit peu délaissé ce pan horrifique de sa carrière, Hérédité, Midsommar, crescendo, parce que Midsommar, c'est quand même un des, pour le coup, grands films d'horreur de ces, on va dire, 10 dernières années, j'ai élargi. Mais maintenant, Ari Aster, il est un peu ailleurs. Bon, il est toujours dans la psychanalyse, il est dans l'analyse des choses, de lui-même ou de la société. Je vous renvoie à Eddington récemment, qui est quand même un film très marquant aussi. Et donc, il y a la place pour reprendre cela. Et je pense que les frères Philippou, ouvrent une nouvelle voie qui est quand même dans la même lignée que des voies déjà ouvertes préalablement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réinventer la poudre. D'ailleurs, l'histoire, l'intrigue, le dénouement, le déroulement, le crescendo jusqu'au dénouement, c'est finalement potentiellement du vu et du revu, y compris dans l'utilisation des symboles, autrement, etc. Mais ça reste efficace. Par contre, il y a une ambiance et une atmosphère qui prend aux tripes et qui vrille un peu les nerfs. Vous voyez, j'ai pas fait la vidéo à la sortie du cinéma à la Melon Mobile, parce que non, ça non. Donc non, là, non, on a besoin de me poser un peu quand même. Pour celui-là, oui, j'ai déjà fait des vidéos à chaud, très à chaud, sur des films qui m'ont bien... Mais là j'avais envie de revoir un petit peu ma copie intérieure dans la tête, quoi. Parce que, en fait, je suis embêté, et je me comprends avec moi-même, je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que, comme La Main, moi j'ai beaucoup apprécié, tout ça. Mais j'ai un peu, parfois, encore un peu de mal, là, il n'y a pas de train fantôme en soi. Mais dans l'idée de la surexposition de tous les symboles et de toutes les thématiques qui sont pour moi d'une évidence. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes du film, tu sais où il va. C'est pas un défaut, c'est pas du tout un défaut. Scénario, vous en fichez. Si vous pensez avoir tout deviné et que vous dites à la fin « Oh, c'est nul, j'ai tout vu venir, scénario, bof. » C'est du cinéma, c'est pas la lecture d'un script. Mais le souci, du coup, j'embraye là-dessus, mais qui n'est pas un souci. C'est pour ça que je suis un peu ambigu, parce que j'ai beaucoup aimé en fait, mais c'est que les symbolismes et tout, c'est assez voyant. C'est-à-dire que tu vois les artifices derrière, mais c'est très bien fait. C'est-à-dire que dans la construction, justement sur ces jeux de regard-perception, à travers des vitres, il y a beaucoup de choses là-dessus, à travers comment les personnages agissent ou n'agissent pas, c'est fluidissime. Donc, tu comprends où ça va aller et tu vois avec les symboles exactement où tu dois pointer, on va dire, certains détails. Et là-dessus, tu vois la grande écriture et la grande minutie de ces deux hommes qui aussi, d'ailleurs, évidemment, sont au scénario. C'est des auteurs purs. Tant et si bien que, oui, c'est-à-dire que dans la mise en scène, c'est un petit peu... Si j'avais le talent, les moyens, etc., avec la même base, c'est un peu ce que j'aurais fait. Donc j'aime beaucoup. Mais en même temps, il faut aussi un peu me surprendre là-dessus. Donc le film ne m'a pas surpris, quand même certaines scènes, elles, m'ont surpris. De toute façon, donc, toujours, tu peux quand même dire ce que tu veux, etc. Il y a des moments assez brillants, de brio. Déjà, la découverte du père sous la douche, il y a quand même quelque chose de très malsain, là, mais de très dur et réaliste, là, pour le coup, qui ancre psychologiquement la terreur du personnage principal, garçon Andy, là, parce que malheureusement, c'est des choses qui ont pu arriver et qui arrivent. Bon. Même si le film s'ouvre autrement, j'y reviendrai après. Je développerai peut-être plus ça dans la zone spoiler de toute façon.
Il y a ça, il y a une scène avec du melon. Ah, il y a du melon dans le film, voilà. Et un couteau, croyez-moi ça. Alors je parlais de cruauté et tout. Oh la vache. Puis c'est très bien fait surtout. Il y a un peu de CGI et tout ça. Bon, tu sens, hein, même des effets pratiques mélangés avec du CGI pour une coupe, hein, à un moment. Mais qu'est-ce que c'est dur et que ça... Là, ça vrille les nerfs pour le coup. Il y a plein de petites choses comme ça. Et puis bon, le dernier plan du film, autrement... Voilà, quoi. Donc c'est un film d'une efficacité rare qui fait peur. C'est pas de la peur que je ressens, mais grosse tension, grosse... voilà... il y a quelque chose qui fait que oui, dans la psychologie, ça fait partie de ces films d'horreur qui vont rester un petit peu dans ma mémoire et qui ancrent. Voilà, je suis pas sûr de bien dormir après, mais j'en sais rien en fait. Bon, le dernier film avec 2 films qui m'ont empêché vraiment de dormir, hein, finalement, de ces 10 dernières années, quand je les ai vus, ou un peu plus de 10 ans d'ailleurs, pour le premier c'est Rec et Midsommar. Mais bon, j'en ai déjà parlé ça sur la chaîne. On verra sur celui-ci, j'en sais rien. Ce qui est certain, par exemple, déjà, c'est qu'on peut parler des actrices-acteurs. Bon, Sally Hawkins, pardon, qui joue Laura, extraordinaire. Le trauma d'une mère. Et tu te dis que, quoi. Voilà, je suis un peu dans mon cycle Frankenstein, en ce moment, on est dans cette idée aussi. Hein. Pacte faustien, idée de Frankensteinisation par la démonologie, ok. Il n'y a pas de suspense là-dessus, je suis même pas encore rentré dans la zone spoiler, parce que, de toute façon, le film s'ouvre sur cette idée. Et je pense que les deux cinéastes sont assez malins pour ne pas trop jouer sur le twist là-dessus. Et voilà. Billy Barrett qui joue Andy, psychologiquement il est bien, hein, vraiment là-dessus. Alors, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il y a le rapport au père qui est très complexe, mais on voit qu'il veut quand même être le mascu de service. Donc peut-être hérité d'une toxicité masculine à un moment et tout. D'ailleurs, il y a tout un jeu de psychologie inversée à un moment, hein, avec le personnage de Sally Hawkins. Il y a une scène de beuverie, à un moment improbable. Improbable et complètement excentrique. Il y a d'abord la veillée du corps, où il se passe un truc. Ouais. Embrasse son père. Hein. Si vous avez vu le film, vous comprenez. Bon. Et après, allez, on va boire. Il y en a un qui a 17 ans et l'autre encore plus jeune. Mais on va boire. Ok. Mais bon, on comprend derrière, c'est plus pour retourner psychologiquement et obtenir des informations. Il y a vraiment un superbe travail de psychologie inversée de cette mère qui est prête à tout. Hein. Très très bien ça d'ailleurs. Une des meilleures scènes du film où ils sont dos à dos, caméra tourne un peu autour d'eux, c'est du chant contre chant, mais qui n'est pas chant contre chant. C'est jong comme ça, et voilà, très très bien. D'ailleurs, ça joue beaucoup sur les chants et les contre-chants aussi, ou le hors-chant, ou le chant lointain. C'est un film qui est très malin là-dessus, hein. Il y a vraiment du cinéma, c'est très bien réalisé. Mais c'est tout évident, mais c'est très bien réalisé. Et voilà, puis bah, et très bien aussi Sora Wong, évidemment, qui joue très bien un personnage un peu perdu dont on abuse fatalement, ou à qui on ne dit pas tout. Mais qui va quand même y voir plus clair d'une certaine manière à un moment quand même, voilà. Et puis bon, Oliver, j'en ai parlé, Jonah Rayner-Phillips, rien de plus à dire dessus, c'est quand même, voilà, il faut oser. Et sinon, bon, la photographie aussi qui est très nocturne et qui est très pluvieuse la plupart du temps, et pour cause, parce que l'eau est très importante dans la multitude de symbolismes qu'on peut avoir, et là on rentre dans la zone spoiler. Le film s'ouvre sur une VHS, je mets ça dans la zone spoiler parce que ça va être un peu... D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a une idée de cette VHS, de transmission ici d'idées et de substitution, etc., de boucle, de cercle. Oui, The Ring, vous connaissez, hein, Ringu, film japonais qui a été remaké aux États-Unis, qui est sorti avec un titre français, Le Cercle, avec Naomi Watts. Bon, l'importance de cela, cette idée que la mère est tombée là-dessus, Laura, elle a perdu sa fille, sur une vidéo alors d'une langue russophone, je reste vague, hein, slave, vraiment très vague, où visiblement on apprend que par le démon Tari, c'est son nom. Je crois que c'est un démon qui n'existe pas vraiment, mais bon, peut-être, qui a adapté d'autres choses. C'est pas Paimon comme dans Hérédité, quoi. On peut, voilà, elle va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, ressusciter sa fille. Je simplifie. Hein. Pour cela, il faut garder le corps. L'âme qui peut rester dans le corps longtemps si on le préserve. D'ailleurs, elle est congelée. Hein. La pauvre fille, s'appelle Cathy, je crois, hein, la fille. Cathy was here, écrit ça près de la piscine, on va en parler de la piscine, hein, l'eau, le cercle, le triangle, bon, ok. Ok, là tous les symboles sont là, et donc du coup l'idée c'est de prendre, alors c'est compliqué quand même, mais c'est pas si compliqué. Le Oliver c'est le réceptacle potentiellement du démon qui va attendre l'âme, qui va dévorer le corps pour récupérer l'âme et expulser l'âme de la fille Cathy dans un corps sain vivant. Enfin, qui va mourir quand même comme Cathy est morte. Cathy est morte noyée, donc l'idée c'est de prendre Piper, ok, comme substitution potentielle, et après faire revivre Cathy potentiellement dans le corps d'Oliver. Enfin, il y a un moment, il y a des raccourcis, enfin bref,
elle veut faire en sorte que Cathy revienne à la vie. Je simplifie là-dessus. L'obsession d'une mère totale qui veut vaincre la mort et qui est prête à tout pour que sa fille soit toujours là. Tiens, ça me rappelle, mais très différemment, pourquoi si, mais quand même différemment, un épisode des Contes de la Crypte qui, alors je sais plus le titre, et truc d'émission, un gars qui vient faire une émission un peu à l'émission réalité et tout. Je crois que ça s'appelait La Dernière Émission ou quelque chose comme ça. C'est un épisode des Contes de la Crypte, donc dans les années 90, qui doit être trouvable sur YouTube, avec Zelda Rubinstein qui jouait dans Angoisse de Biggest Luna. Voilà. Et bon, l'idée qu'une mère elle veut vaincre la mort et garder sa fille, mais à quel prix? À quel prix? Bah à quel prix? Bah là, alors là, c'est la folie. Hein. C'est sûr. Alors évidemment, Andy va prendre cher, d'ailleurs, il va crever, hein, lui. Il va crever. C'est un film qui va au bout quand même de ses idées, c'est-à-dire que tout le monde ne survivra pas. Alors lui, entre la psychologie compliquée du père d'ailleurs, bon, il fait pipi au lit ou pas, parce qu'en fait elle se sert de son trauma. Laura, c'est affreux, c'est abject, quoi. Elle est prête à tout, quoi. Et Piper qui va donc essayer de survivre. Hein. Bon. Et il y a cette idée de symbolisme ultime, c'est-à-dire que cette maison, elle est dans un cercle. Et en fait, très vite, hein, il suffit de voir, il y a une ligne de craie tracée au sol, et le film nous montre des cercles. Tout le temps, il y a des trucs avec des ronds, des cercles. Hein. Et il y a cette idée du triangle dans le cercle. Ça, c'est aussi un symbole plutôt païen, démonologiste, tout ce que vous voulez, quoi. Le triangle dans le cercle, c'est la piscine. Bon, donc il y a toute cette idée-là... dans les symboles, c'est très intéressant, mais en fait, c'est juste pour le symbolisme. Ça va pas beaucoup plus loin non plus. C'est juste qu'ils ont bien bossé leur sujet, quoi. Et cette idée de cruauté ultime, quand même, qui finira mal. Sauf pour le... Oliver va être libéré parce qu'il sort du cercle, ok, super. Mais l'horreur finale, quand même, c'est la mère. Le trauma et le drame et la tragédie, c'est autour de ce personnage de mère qui est tellement est allée au bout, mais elle peut pas, elle va serrer le cadavre à moitié consumé déjà par le démon dans le corps de Oliver. Le cadavre dans cette piscine. Une piscine en triangle, il y a un cercle d'ailleurs, elles sont dans un cercle, c'est d'une tristesse comme plan final avec d'ailleurs un plan drone qui s'éloigne, quoi, hein, panoramique, enfin un travelling arrière dans le ciel zénithal. C'est ça, le film décide de terminer là-dessus pour nous montrer que quand même on a vu une tragédie après tout. Donc oui, elle est devenue folle, la mère, mais on comprend entre guillemets pourquoi elle est devenue folle, et après bah, c'est incontrôlable. C'est l'horreur, quoi. Là pour le coup on est dans l'horreur psychologique, et cette finalité est terrible. Ce qui nous permet de voir le plan zénithal final de tout cet endroit-là. On voyait un peu avant déjà. Bon, c'est là où la psychologie fonctionne dans un film qui va vous marquer, et qui va marquer l'année 2025. Et je ferme la zone spoiler. Je n'ai pas envie trop d'aller dans l'analyse, c'est pas forcément un film qui s'analyse plus que ce que je l'ai dit là, ce qui pourrait d'ailleurs faire qu'il ait ses limites à terme. Mais par contre, devant, placé face à ces images, au savoir-faire des frères Philippou, face à la tension que vous allez ressentir, ça fonctionne. Et c'est un vrai grand film, potentiellement, hein, d'horreur psychologique et avec ses aspects goras et très cruels, tout ça. Si vous aimez les films de possession, de transmission... de substitution et tout, à la démonologie, mais aussi le traumatisme psychologique qui fait que, bon ça c'est très lointain, hein, je parlais de Faust, de Frankenstein, bon, ces idées-là, quoi, remises au goût du jour dans une histoire très, très moderne. Bah ouais, ça fait mal là où ça passe, quoi. Après, est-ce qu'il durera dans le temps? C'est ça la question que je me pose. Dans les images, de ce qu'on a ressenti, oui, fatalement, mais est-ce que par exemple il passera super bien à la relecture ce film? J'ai une réserve là-dessus, sans bouder mon plaisir, et tout en vous conseillant d'aller le voir en salle, ce Bring Her Back, substitution Bring Her Back pour son titre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans la mise en scène, même si très évidentes. Je ne vais pas me répéter une quatrième fois, hein. Je suis en train de le faire. Mais par contre, dans ce que c'est vraiment deux auteurs de cinéma d'horreur et qui jouent sur le trauma. Et qui n'ont pas peur d'aller loin. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas peur d'aller loin parce qu'ils ne sont pas encore pris par des gros studios. Vous voyez, donc là, c'est bien. Puis ça sort en salle et c'est bien distribué. Plutôt bien quand même, je pense. Hein. Donc franchement, ne boudons pas notre plaisir. Et voyez La Main, Talk to Me aussi, qui était peut-être avec plus de défauts peut-être, mais je trouve que
C'était quand même intéressant aussi. Il a eu l'idée aussi de, quelque part, de drame de reconstitution familiale, parce que les deux personnages principaux de Toktupi n'étaient pas frères et sœurs, mais c'était comme si, hein, avec la perte de quelqu'un, avec la quête de quelque chose, et l'idée de possession. Finalement, il reste dans une thématique assez équivalente. D'ailleurs, Toktupi devrait avoir une suite, hein, à voir, hein, mais bon, c'est prévu. En tout cas, on est pressé, oui, de continuer à avoir la carrière de ces frangins qui font fort. D'ailleurs, dernière chose, je crois savoir que certains ont déjà décodé un potentiel ARG autour de ce Bring Her Back, voilà, via les petites vidéos VHS, hein, apparemment, de ce que j'ai compris. J'ai vu ça très vite fait, avant d'aller voir le film d'ailleurs. Donc pourquoi pas, amusez-vous. ARG, hein, Internet, c'est des youtubeurs à la base. Peut-être que Feldup fera une vidéo sur ce film un jour, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce substitution, de ce Bring Her Back, et on en discute ensemble, comment vous l'avez ressenti, et si vous marque, voilà, si vous avez encore peur, et que vous frissonnez au moment de taper sur votre clavier. Je vous dis à la prochaine, ciao.